Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Présidentielle 2025. Vous le savez, c'est le programme de STV spécialement consacré à l'élection du 12 octobre prochain. 18h30, 19h50, tous les jours. On fait le point de l'actualité, mais surtout on prend les avis, analyses, commentaires de nos panélistes, représentants exclusifs des différents partis politiques engagés dans cette bataille. Pas moins de 82 candidatures déposées au siège de l'ECAM, à travers dans les sièges, du moins au siège de l'ECAM, puisque tous les documents sont désormais remontés. Des candidatures venues à travers le pays, une explosion donc qui finalement bat le record cette année, des années antérieures. Un record, et évidemment, l'ECAM se met au travail pour savoir exactement qui répond aux critères, qui ne répond pas. Plusieurs partis, malgré tout cela, se déchirent autour de ces candidatures. On a pu voir le RDPC, le Manidem, Univers, le PCRN, qui font face à des contestations internes. Alors, question ce soir, que peut faire l'ECAM? Que prévoit la loi? À qui revient la responsabilité de trancher? C'est à ces questions et bien d'autres qu'on essaiera de répondre avec les invités déjà en studio. Je dis d'abord bonsoir à Christian Njok Congo du PCRN. Bonsoir Christian. Bonsoir à Sa Majesté député Tongo et Tondé. Bonsoir aux co-discutants, aux aînés qui sont sur le panel. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de vous trouver. On se demandait déjà si on est sanctionné dans cette... Personne ne se le demandait, rassurez-vous. Voilà. Le PCN était ici la semaine dernière, ils étaient là dimanche, ils viennent nous mettre Roger Bébé pour le citer, donc ils viennent assez souvent. Peut-être parlant de Christian de Congo précisément. Non, ce n'est pas personnel, ce n'est pas personnel, vous le voyez bien. Merci néanmoins de votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Toujours prompt à être sur nos plateaux, je vous titille évidemment. Naturellement. Raymond Moïse Nguedjon Gan, bonsoir. Moïse Raymond, je préfère, merci. Il y en a tellement, quand même j'ai de temps en temps, je me tape sur les doigts. Oui, merci, Sa Majesté député Tongo, merci de l'invitation. C'était pas évident, vous m'avez pris au pied levé. Vous savez, on a eu le dernier jour assez mouvementé. Absolument. Entre Bamenda, être revenu à Yaoundé, aller à Ibolova pour le NEC. Et puis revenir pour un certain nombre de choses, mais je suis tout heureux et merci pour l'invitation. Je dis bonsoir à mes frères, parce que là, c'est une affaire de village. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une affaire d'expertise. Sur le plateau, même si nous allons chacun essayer non pas forcément défendre sa chapelle, surtout, mais d'apporter sa contribution par rapport à la thématique que vous avez évoquée, pour éclairer l'antenne des Camerounais. Mais je suis très heureux d'être là. Et rassurez-vous, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et tous nos camarades qui nous écoutent à travers la République et même au-delà. La composition d'un plateau comme celui-ci n'est pas du tout évidente, hein, cette composition-là. D'abord, je le dis en off, difficile de trouver des personnes à la hauteur dans les partis politiques, il faut le savoir. Je peux vous dire que sur les 82 candidatures, moins d'une dizaine peut de façon permanente, de lundi à samedi, nous envoyer des représentants. Ah, mais tu sais, il y en a qui sont des candidatures, il y en a beaucoup qui sont des candidats indépendants. Hein? Bon, dans tous les cas, on verra bien. On imagine qu'ils ont reçu chacun. Il n'y en a que 27. Mais à y regarder de près, on est en train de s'interroger si tous ont eu vraiment 300 signatures. Maître Biliga, bonsoir. On verra. Joseph Claude, oui. Vous êtes le représentant du RDPC ce soir sur ce plateau. Merci également d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, on va peut-être faire le point en un mot, mais ce sera derrière la transition pour définitivement entrer dans l'émission. Commençons par lire cette note de l'ECAM au thème des 10 jours qui ont suivi la convocation du corps électoral. 82 candidatures ont été enregistrées par la commission de réception de l'ECAM. Des dossiers de 27 candidats indépendants et 55 investis par des partis politiques pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est donc le décompte fait à la clôture de ces enregistrements de
de candidature, vous le savez, c'était hier à 23h59. Prenons donc la phase des petits éléments qu'on a préparés pour cette émission. Le premier, on va parler du dépôt de candidature à l'ECAM. Nos confrères, notamment Olivier Bozique et Thierry Onde à Yaoundé, ont fait le point sur quelques-uns des candidats déclarés qu'ils ont rencontrés au siège de l'ECAM. Suivez plutôt. Journée marathon au siège d'Élections Cameroun ce 21 juillet, délai de clôture de dépôt des dossiers de candidature. Une dizaine de candidatures reçues par la commission en charge. Dans la foulée, des visages bien connus sur la scène politique. Président de APAR, Célestin Diamène a concrétisé la récente annonce de sa candidature en déposant son dossier ce 21 juillet au siège d'Élections Cameroun. L'homme politique est confiant quant à ses capacités à proposer une réelle alternative au peuple camerounais. On a des problèmes de crise multiformes, de crise économique, de crise industrielle. Il y a trop de corruption dans ce pays. Il y a un système de prévarication qui endommage et qui confisque notre économie. Il y a un système de sous-emploi et de chômage, notamment des jeunes. Il était donc important qu'on n'attende pas plus longtemps que ça. Alors le moment était venu pour moi de prendre conscience, effectivement, que l'heure était venue pour s'engager et de m'impliquer fortement dans cette campagne. D'où la raison, d'où mon dépôt de candidature ce matin. Serge Espoir Matomba, candidat du peuple uni pour la rénovation sociale, le secrétaire du PUS est motivé par l'ambition de mener le Cameroun vers un changement de régime. Se sont également manifestés Dominique Yamtimba, puis Abdourahmane Amadou Baba, tous deux les dossiers des candidatures déposées pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. 2 candidatures pour un parti soumis à l'examen de l'ECAM. La commission devra également étudier les dossiers, notamment de Jean-Marie Fomo Ngota, le candidat du parti Renaissance sociale démocratique du Cameroun RSDC, Vincent Sosten Fouda et Somba, président du mouvement camerounais pour la social-démocratie MCPSD, André Teabo, candidat du parti socialiste populaire camerounais, Alfred Ongba Ondoar, candidat indépendant, entre autres. La phase de dépôt se referme dans quelques heures. Évidemment, c'est un reportage d'Olivier Bozique qui date d'hier lundi. Il faut noter que l'UPC, c'est finalement 3 candidatures déclarées avec, pour compléter, celle de Jean Baebek. Et au total, 82 dossiers donc. Prochain élément, on va regarder cet élément de Oriane Donquin qui revient sur le taux de participation, notamment des élections présidentielles depuis 1992. Une forme de regard comparatif dans cet élément. La mobilisation des électeurs est un défi majeur auquel fait face le Cameroun à quelques mois de la présidentielle de 2025. Avant d'entrer dans cette 6e élection présidentielle, après l'avènement du multipartisme, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur et intéressons-nous au taux de participation lors des échéances antérieures. En 2018, sur 6,67 millions d'électeurs inscrits, 53,85% d'entre eux se sont rendus aux urnes, dont 5,36% dans le nord-ouest et 15,94% dans le sud-ouest. C'est le taux le plus faible à ce jour. 2011 connaît une légère hausse, 68,3%. En 2004, le ministère de l'administration territoriale va parler d'un taux oscillant entre 80 et 85%, pendant que certaines organisations parleront de 79,5%. Dans tous les cas, le vainqueur est le même, Paul Biya. 83% en 1997, c'est le taux record de participation. 1992, avec la mise en œuvre du multipartisme, 71,9% des Camerounais sont allés aux urnes. Petit calcul mathématique, de 1992 à 2018, la moyenne de participation aux élections présidentielles est de 61,9%, avec des pertes notables entre 2004 et 2011, moins 13,7 points, et moins 14,45 points entre 2011 et 2018. Sachant que le pic de participation est en 1997, 83,10%, et le taux le plus bas
en 2018 53,85%, la perte globale est d'environ 30 points. Loin des calculs, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la menace Boko Haram dans l'extrême nord, la méfiance envers le processus électoral sont des éléments qui ont contribué aux abstentions dans plusieurs régions du Cameroun. 2025 est là. Le compteur d'Elections Cameroun affiche environ 82 millions d'inscrits. En plus de la sécurisation des zones en crise, l'engagement de la jeunesse, le rétablissement de la confiance, l'autre enjeu, et pas des moindres, est celui de la transformation de cette forte inscription électorale en participation réelle. Au regard de ce florilège de candidatures déclarées, le professeur Viviane Ondoa a tenu à réagir. Je vous prie de suivre sa réaction. C'était en journée sur les réseaux sociaux. On va la partager avec vous, nos téléspectateurs. Alors, je suis très inquiète. Je suis à la limite très préoccupée. Et dans tous les cas, ce qui se passe au Cameroun ne pourrait laisser aucun citoyen normal indifférent. Ce qui se passe au Cameroun est simplement triste. C'est grave. Et moi, je pense que lorsqu'on observe effectivement l'actualité, on a de bonnes raisons d'être inquiet. On a de bonnes raisons d'avoir peur. Comment pouvez-vous imaginer qu'on ait 81 manifestations de candidature au poste de président de la République? Comment c'est possible? Comment c'est envisageable? Mais en fait, c'est révélateur de graves dysfonctionnements du point de vue de la gouvernance. Parce que comment pouvez-vous imaginer que l'une des conditions pour être candidat, c'est d'avoir au moins 35 ans. Et puis vous avez quand même un individu qui se lève, qui a 31 ans, qui va déposer sa candidature, et puis plus est, la candidature est reçue. Comment? La norme ne dit plus rien à personne. Seulement la norme, la conformité. Et ça, je le décris depuis toujours. Les mandats sont violés, on a 40 ans au poste, 43 ans, 25 ans, et tout ça ne dit rien à personne, ça ne fait peur à personne. Et dans tous les cas, ça se répercute dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement un secteur isolé. Voilà un cas triste. Comment pouvez-vous imaginer que vous ayez des partis politiques et 2 candidats, 3 candidats à date, qu'on ait même à tergiverser ou à se poser la question de savoir, un parti a dit qui est son président ou qui sont les instances qui sont les membres qui sont au niveau du management de ce parti. Comment peut-on imaginer que même les diligences juridiques ne puissent pas nous permettre d'éviter? Le professeur Viviane Ondoa, spécialiste des questions de gouvernance, plaide évidemment pour un premier filtre avant la session délibérative du Conseil électoral de l'ECAM sur la déclaration des candidatures, évidemment. C'est au regard de cette avalanche de candidatures. Dernier élément qu'on a préparé ce soir, c'est la suite de notre série avec Henriette Ekoué qui revient sur le fait marquant de l'élection présidentielle de 1997. On écoute. Janvier 1997, ils vont à l'élection, au congrès de l'UNDP au nord. C'est là que ces 3 leaders, Ndamjoya, Frundi et Bello, décident donc que nous allons faire le boycott de l'élection présidentielle. Les gars se sont débattus. Les gars ont dit jamais. Et ça a pesé. Il n'y a pas eu beaucoup de votes. Quand Biya sort donc de là, il est malade. Il décide donc d'appeler l'opposition à un sommet en Volier à la basilique où
on demande à l'opposition, vous voulez quoi? Frundi voulait qu'on lui donne le statut en tant que dernier gars à avoir battu Biya à l'élection présidentielle de 92. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que Frundi n'a pas arrêté de dire qu'il est le président élu et tout et tout. C'est l'UPC qui a commencé à lui dire qu'il faut laisser ça, tournons la page. Tu es président élu, mais on est dans les Sissongo, on n'est pas à étudier. Bon. C'est là que Frundi a un peu abandonné ça. Maintenant, 92, quand Biya voit donc que le boycott a été massivement suivi, il a donc décidé d'appeler l'opposition dans les dialogues de la basilique à Yaoundé. Et c'est là que Frundi a dit, moi je veux qu'on me reconnaisse comme chef de l'opposition ou rien. Parce que dans la tradition britannique, tu as la majorité de la reine et tu as l'opposition de la reine. Les deux ont le même statut, c'est-à-dire que, bien sûr, la reine lit le discours du Premier ministre quand elle va ouvrir le Parlement. Bon, mais à chaque événement, le gars qui est Premier ministre, le parti qui a gagné est là, le Premier ministre est là, mais son opposant aussi est là. C'est comme ça en Angleterre. Les conséquences de l'élection et du boycott donc, de 97, ça a été l'ouverture des dialogues de l'opposition avec le RDPC. Bon. Frundi a refusé de signer. Il a dit, je ne peux pas signer. Parce que je ne peux pas signer quelque chose où vous ne me reconnaissez pas comme le patron de l'opposition. Il est parti. Les autres ont continué, c'est-à-dire Bello, Ndam et Kodok. Bon. C'est là que même l'entrée au gouvernement aussi est devenue comme quelque chose de tout à fait normal. À la suite, il y avait déjà des gens au gouvernement, mais cette fois-ci, ils sont renforcés par une plateforme d'alliance. Une plateforme d'alliance entre l'opposition et les autres, et qui conduisait même ces dialogues. C'était Moukoko Bonjo. C'était lui qui était le patron de la délégation du RDPC. Voilà pour 2017 l'ouverture des dialogues RDPC opposition. Demain, avec Henriette Ekoué, nous reviendrons sur l'année 2004, l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui l'aura marqué, elle, en tant que journaliste, militante de l'UPC, vous le savez aussi, et puis une grande mémoire de notre environnement politico-médiatique. On a donc ouvert cette série avec elle. Revenons avec nos invités sur le plateau. D'abord, chers messieurs, que vous inspire cette avalanche de dépôts de candidatures? 82, pas moins. J'ai l'impression que, c'est vrai que je n'ai pas regardé les statistiques, mais c'est à croire que c'est un record africain, sinon mondial, en termes de participation, du moins d'intention de candidature pour une élection présidentielle. Christian Diop Congo. Écoutez, c'est évidemment un record mondial, c'est vrai, c'est vérifié, mais cela traduit autre chose, le désir ardent de changement, c'est-à-dire la vitalité qu'ont les citoyens camerounais à dégager, n'est-ce pas, ce régime de Yaoundé, c'est qui témoigne effectivement... Pas moins dégager, pas oui, gagner. En fait, si vous voulez les envoyer en retraite, voilà. Du moins changer de paradigme gouvernant. En fait, c'est ça l'idée, c'est un synonyme. J'ai pu comprendre que vous soyez, n'est-ce pas, soustrait
au CNC. Non, c'est pas une question de CNC. Mais en réalité, c'est d'abord une question de... Ça fait sens en français. C'est d'abord un souci d'assainir... Oui, évidemment, le discours, je n'ai pas été violent en disant de dégager. Et je t'ai dit de... Dégager n'est pas doux, hein. Bon, en fait, en réalité, c'est ça, c'est de changer, si vous voulez. Voilà. C'est autant de synonymes. C'est de changer de gouvernance. En fait, voilà, globalement, ce qui peut, évidemment... amener les citoyens à le faire. Deuxième grille de lecture, c'est l'exercice de leur liberté. On dirait ça comme ça. On est peut-être dans un environnement de liberté ou de démocratie dictatoriale, c'est un néologisme, mais tout au moins, il y a les éléments qui permettent de comprendre que, un peu comme sur ce plateau, on peut parler, on peut bavarder en toute quiétude. Je ne suis pas sûr qu'on ait arrêté quelqu'un déjà sur un plateau depuis au moins 20 ans. Ça permet quand même de discuter. C'est des éléments que dans un environnement essentiellement centralisé, on permet ici de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce genre de choses. Troisième grille de lecture, il peut aussi s'avérer la désacralisation de la fonction présidentielle. Parce que quand on a un environnement où M. Biliga, le président est ailleurs, il est quelque part dans les nuages, on ne sait pas où il se trouve. Évidemment, on a l'impression que monsieur tout le monde peut le faire. La fonction est essentiellement désacralisée. On gouverne soit par deuxième provisoire, soit par voie interposée. Les hautes instructions et tout ce que vous voyez, il est normal qu'un citoyen qui, jouissant de toutes ses capacités, puisse croire qu'il peut faire mieux et ne peut faire pire que ce que nous vivons en ce moment. Globalement, voilà les trois grilles de lecture pour moi, façon d'être plausible, qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, la multiplicité de ça. Je sais que M. Biliga convoquera certainement la 4e pour dire c'est la vitalité démocratique. Prenons aussi son temps de parole maintenant. Oui, c'est mon tonton, je peux dire le titiller, sachant que c'est l'axe qui va développer, mais évidemment. Alors, j'avoue que j'aurais donné d'abord la parole à Moïse, mais comme vous avez titillé M. Biliga, allons-y, qu'il prenne la parole. Maître, cette avalanche de candidatures, ça montre, si je résume un peu la pensée de Christian, l'état de délitement dans lequel vous semblez avoir conduit le pays, qui donne un sursaut de besoin, si je peux le dire comme ça, à 82 Camerounais, y compris le vôtre, de prendre la tête de la gouvernance. Je crois que c'est une dernière chose, il dit la vitalité de la démocratie. Je crois que c'est une chose qu'on ne peut pas nous contester, c'est que nous sommes quand même un pays où il y a la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est celle qui consiste également pour chaque citoyen qui se sent les capacités de pouvoir postuler à un poste électif, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des conseils régionaux ou municipaux, ou même à la présidence de la République, de pouvoir y postuler. Alors la seule chose, et là je reprends un peu ce que Madame professeure a dit tout à l'heure, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas une sélection dès le départ. C'est-à-dire qu'on l'ait laissé ouvert les vannes, de telle sorte que même je ne veux pas utiliser le terme, même qu'il y ait je veux dire ça, des candidatures pour rire en réalité. Ces derniers temps-ci, je regarde les réseaux sociaux et on présente des photos de certain nombre de personnes qui, en toute honnêteté, ne devraient pas déposer la candidature pour plusieurs raisons. Mais c'est un enfer. On vous a dit qu'il y a un qui a déposé un chèque, qui a émis un chèque sans provision et autres. Donc moi je pense que... Ce sont des informations à vérifier aussi. Hein. Si, en fait, moi je dis, et les CAM ne s'est pas encore exprimé je dis, on dit. Maintenant, comme on dit, le conseil électoral va siéger, ils vont faire la sélection. Et nous aurons finalement la véritable liste des candidatures. C'est d'autant plus que lorsqu'on parle par exemple de 27 candidatures indépendantes, lorsqu'on voit les conditions qui sont fixées pour être investi à titre de candidat indépendant, on se demande bien si ces personnes ont vu toutes ces signatures-là, ou bien juste qu'on dise qu'elles ont été candidates. Il y a d'autres qui annonçaient la candidature, qui ont publié beaucoup sur les réseaux sociaux, qui malheureusement n'ont même pas pu déposer la candidature aussi. On aurait pu avoir même une centaine de candidats. Mais je dis, ce qui est important, c'est que lorsque la sélection aura été faite, qu'on trouve des candidats qui sont des candidats susceptibles d'affronter le candidat de RDPC, parce que pour nous, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. D'accord. Moïse? Oh, je ne sais pas, mais ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que si démocratie il y a
au Cameroun, cela voudrait implicitement dire qu'on est libre de déposer sa candidature. Pour nous, nous disons que empêcher ou X ou Y, du moins d'une autre, de ne pas être candidat au bout du processus serait politiquement malhonnête. Ça, je fais mien les termes du chairman Joshua aussi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on permette à tout le monde qui veut bien être candidat, parce que à écouter Maître Bliga, il pense que, ou alors, je lis à des lignes qu'il aurait fallu discriminer ou alors écarter ce nombre de personnes. Non. Imaginons un scénario où, au terme de l'examen des candidatures par le Conseil électoral, les 82, vous avez dit, candidatures sont retenues. On ira aux élections. Et de quoi ça générerait qui? De quoi ça devrait générer le RDPC? Le RDPC peut-être... 82 représentants dans oui, mais tout ça, si ceux qui ont pensé cette démocratie à cette façon, c'est eux. Et peut-être c'est à ça qu'ils ne seraient pas. Ce ne sont pas eux qui ils ont pensé ça comme ça. C'est eux qui ont apporté cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Qui a Vous êtes pour une limitation de candidature déclarée? Non, pourquoi? Je ne saurais pourquoi. La loi, elle est là, elle permet à tout Camerounais âgé de 35 ans de se présenter. J'ai entendu dire qu'il y en a qui ont moins de 35 ans là-dedans. Ça, le Conseil électoral nous dira. Alors ceux qui le faisaient quand ils pensaient cette loi n'ont pas envisagé qu'on se retrouvait dans cette situation. Et aujourd'hui, ça semble commencer à poser problème. Effectivement, parce qu'on peut se retrouver avec 82 représentants, 81 représentants, tels qu'ils le font avec les bureaux de vote, les commissions locales, dans les bureaux de vote qui sont dans des pièces de fois un peu plus petites que ce studio. Ils n'ont qu'à être conséquents, mais nous, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes engagés dans une élection qui aurait le 12 octobre. Nous disons aux Camerounais de ne pas tenir compte de tout cela. Nous disons aux Camerounais que c'est l'occasion ou jamais pour en finir avec ce régime. Et il faudrait que les Camerounais restent lucides, restent déterminés. Nous disons aux Camerounais qu'il faudrait qu'ils restent vraiment engagés, quel que soit ce qui devra arriver. Quand j'écoute les informations et tout ce qui nous revient de spéculation par rapport... vous savez, les candidatures, ça fait long débat. Et après, maintenant, nous sommes à la seconde phase, c'est-à-dire nous attendons que le directeur général de l'élection de Cameroun transmette les dossiers au Conseil électoral pour examen au fond. Et déjà, ça va dans tous les sens. Tel ne sera pas candidat, tel sera écarté. Donc nous pensons, nous, qu'il faut que le peuple camerounais reste serein, que le peuple camerounais fasse confiance aux instances habilitées de par à la loi électorale, le code électoral, pour examiner les candidatures. Et donc, au bout de ce processus, nous donne la liste des candidatures. Et quand les candidatures seront déclarées, on n'apprend pas. Le peuple voudrait qu'on aille vers des concertations multiples et qu'on essaye d'aller dans le sens de ce qu'il veut, c'est-à-dire le changement. La clameur est tellement grande que je crois que si peur il y en a, elle devait être beaucoup plus du côté de mon frère aîné à gauche que du côté qui est le nôtre, c'est-à-dire nous qui sommes de ce qu'on appelle l'opposition. D'accord. Alors, le thème de ce soir est donc intitulé « Candidatures multiples et les CAM face aux divisions internes des partis politiques ». Je précise déjà, chers amis téléspectateurs, que vous pourriez participer à l'émission à travers le numéro qui est affiché 673 657 6555 pardon. Vous envoyez vos messages et en fin d'émission, on aura le plaisir de les lire et qui sait peut-être d'avoir les réactions de nos panélistes également. Joseph Claude Biliga, le RDPC, 2 candidatures déposées. Vous êtes serein? Y a-t-il un risque au regard de ces 2 candidatures déclarées malgré la discipline du parti? Article 121. Ah, vous m'attendiez, hein? Article 121. Les candidats peuvent être
1. Soit investi par un parti politique. 2. Soit indépendant. Article 122, alinéa 2. Troisième point. La déclaration de candidature est accompagnée de la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant. Je crois avoir répondu à votre question. Sans plus de commentaires. Il y a une seule personne qui est habilitée à signer cette lettre cautionnant la lettre d'investiture, la présentation d'investiture du parti. D'accord. Alors du candidat. Donc il y a même 1000 candidats, se disant étant de RDPC, tant qu'ils n'ont pas cette pièce essentielle, le reste n'est que... je ne parle pas des autres conditions, hein, parce que certains vous disaient que d'autres camarades Onana est en France depuis je ne sais pas combien d'années. Non, pas beaucoup, pas d'années. Je crois qu'il était récemment au Cameroun dans tous les cas. Non. Peut-être de passage. Où il réside, oui. Ah, voilà. Souvent question de passage, où il réside. Donc maintenant, je n'entraîne pas de là, je crois que j'ai répondu. D'accord. Le code électoral répond très clairement à ce débat. Alors, Christian Claude, après les deux candidatures du RDPC, on a enregistré les deux candidatures du Manidem, les trois candidatures de l'UPC, les deux candidatures de Univers. Et de suite, l'opinion s'est dit, pour faire jeu égal, pour qu'on ne donne pas l'impression que le RDPC seul pourrait être pris dans la nasse, autant multiplier d'autres candidatures sous fond de soupçons d'instigation ou d'incitation de création d'autres candidatures. C'est tellement compliqué à le dire dans les autres partis politiques. Des citations. Voilà. En fait, moi, je respecte ceux qui sont candidats. Voyez-vous, au terme des conditions, il faut être déjà des citoyens jouissant de toutes les capacités. Ayant une vision, ayant un projet, je suppose a priori que tous qui sont candidats, quand vous suivez les interviews, on l'a suivi là, ont un projet pour le Cameroun, ont une vision. Donc chacun de nous ici peut être président, a une vision, un projet pour le Cameroun. Bon, évidemment, si on s'en tient, je vais dire à Maître Biliga, lui et moi avons été au contentieux des listes plusieurs fois, il y a une jurisprudence, la jurisprudence UPC, qui existe, c'est-à-dire le contentieux des listes. C'est-à-dire quand il y a deux listes, au sens de la disposition m'échappe un peu, les deux listes doivent être simplement rejetées. C'est-à-dire le Conseil électoral, en théorie, devra rejeter toutes ces candidatures qui viennent de même parti politique, en théorie. Et parce que le Conseil électoral, en principe, n'est pas le juge de la légalité des partis politiques, ça n'enlève pas de sa compétence. C'est le Conseil constitutionnel, évidemment. Oh, sauf que le Conseil constitutionnel regarde les pièces qui sont là. Oui, et parmi les pièces, il y a une qui est celle de la présentation. Donc, dès lors qu'on a cette pièce, dès que cette pièce manque dans un dossier, c'est un motif de rejet. Donc, on ne peut pas parler de candidatures alors que l'un des candidats ne remplit pas les conditions prévues par la loi, dont notamment celle relative à l'investiture. Mais moi, je suis encore... Dans le cas de l'UPC. Je suis encore... Dans le cas de l'UPC, le problème se pose parce qu'il y a contestation au niveau de la direction du parti. Il y a plusieurs... C'est ça le véritable problème. Tant qu'il n'y a pas de contestation quant à la personne qui est autorisée, qui est habilitée à donner la lettre de parrainage, je veux dire d'investiture, le problème ne se pose pas. Maître, vous m'aidez effectivement dans votre argumentaire. Monsieur Léon Télé Onana conteste évidemment le directoire actuel du RDPC et donc on est mutatis mutandis dans le cas des UPC. Oui, mais UPC, la question, aussi globale. Je vous relance. Monsieur Onana conteste le directoire de l'UPC. Du RDPC. En ce moment, indépendamment de cette contestation, Elecam reconnaît quel directoire qui est habilité pour Elecam à déposer la candidature du RDPC? Elecam n'a pas cette compétence. Elecam n'a pas cette compétence. Je parle sous le... Est-ce que M. Onana vient avec la pièce concernant l'investiture? Effectivement, nous ne connaissons pas le dossier, le contenu des dossiers. Okay. Mais on peut aller en conjecture. On peut conjecturer un peu, monsieur Dipita Tongo. Et j'ai suivi un peu, j'ai lu Léon Taylor. Léon Taylor vous dit évidemment qu'il n'y a pas une instance, ou il n'y a pas une disposition, maître, je crois que vous avez le livre jaune avec vous, de votre parti politique, il n'y a pas une disposition qui dit qui investit le parti aux différentes élections présidentielles. Il n'y a pas une disposition, il n'y a pas un test. Et donc, c'est vide. Il subordonne donc qu'en théorie, au moins on reconnaît que c'est le président du comité de base qui lui donne la qualité de militant,
et donc qui peut lui donner également la qualité d'investiture. Et donc, voilà, autant d'éléments. Le candidat du parti à l'élection est le président du parti. Pour le moment, nous n'avons pas deux présidents du parti. Mais et c'est que vous êtes un peu avocat, cher René. En droit, les termes, évidemment, ne veulent pas dire la même chose. Entre le candidat et l'investiture, c'est deux choses bien différentes. Et celui qui donne l'investiture, c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire signer le document. C'est des notions bien distinctes. Il y a un candidat, si on peut appeler ça comme ça, je suis généraliste, vous avez un candidat naturel, mais il n'y a pas une disposition de votre statut qui dit évidemment qui signe l'investiture de candidat, ou du moins à qui on doit seulement accorder l'investiture. C'est ce que Léon essaie d'évoquer. Bref, en théorie, moi je ne voudrais pas parler des affaires internes des partis politiques, vraiment ça les regarde, mais si on s'en refait à ce que nous avons généralement vu au contentieux de liste, mutatis mutandis, comme je vous l'ai dit, le Conseil électoral devra rejeter tous les partis politiques qui ont présenté plus d'une liste. Et donc, c'est le Conseil constitutionnel qui est juge de la légalité ici, qui a la compétence de sa compétence, qui se prononcera, qui verra évidemment qui a qualité ou non. Donc, chacun usera des arguments juridiques qui sont les siens. Avant Moïse, ça me permet de vous lancer sur une actualité qui vous concerne. Vous êtes rassuré du côté du tribunal, vous avez une audience aujourd'hui? Écoutez, M. député Koutongo, vous savez bel et bien, je ne voudrais pas parler de ça ici, parce que pour nous, nous n'avons pas de problème. Je voudrais, à votre décharge, merci de me relancer pour dire que je vais m'aller en conjecture. Déjà pour dire aux gens que le juge d'un fou, évidemment, s'est aligné à la position du juge supérieur. Parce qu'il n'a pas qualité de contester, n'est-ce pas, la position du juge supérieur, c'est-à-dire la cour d'appel qui a eu un référé. Donc pour nous, il a rendu la décision? Effectivement, donc pour nous, c'était il y a les voies de recours? Il n'y a pas de voie de recours. Non, mais il y a une procédure. Il est en cassation, par ailleurs. Donc, du coup, vraiment, pour nous, c'était un faux débat. J'ai envie de dire merci à M. Kona, parce qu'en priori, il nous a permis de communiquer un peu. Vous voyez un peu, on en parle ça et là. Bon, peut-être quelque chose malheureux. C'est pas vous reconnaissez que vous ne communiquez pas assez? Non, peut-être parce que les médias, nous n'avons pas les mêmes moyens ou les gros moyens que les autres, voyez-vous, on ne donne pas le même accès. L'accès qu'on a ici chez vous, Moïse. On n'a pas le même accès ailleurs. Donc, en fait, ce que je voulais dire, pour chuter, en disant évidemment que quel que soit le canal que M. Kona utiliserait, et à votre décharge, ce n'est pas le Congrès qui investit le candidat chez nous. M. Guijongan, vous avez été en notre Congrès. C'est le bureau politique qui investit le candidat. Et donc, le Congrès n'a que pris acte, le Congrès n'intérim non plus. D'accord. N'est-ce pas, les décisions du bureau politique qui sont des décisions exclusives, relevant de sa compétence. On se comprend bien. Moïse, donc, il y a pas de débat à ce niveau. Cette avalanche de candidatures, parmi lesquelles, dans certains cas, 2 voire 3 candidatures déclarées. Le premier commentaire, c'est qu'aujourd'hui, le RDPC est surpris peut-être pas de ce qu'aujourd'hui, au RDPC, le peuple camerounais est témoin de ce qu'au RDPC, c'est plus ou moins le désordre ou alors la débandade. Il y a 2 candidatures. M. Biliga peut s'en défendre autant qu'il peut, mais il y a 2 candidatures. C'est-à-dire qu'il y a la candidature de M. Biya et la candidature de M. Léon Télé-Onana. Je ne voudrais pas ici qu'il s'érige en instance de délibération. Il faudrait qu'il soit serein, comme nous le sommes, et nous attendons tranquillement que les instances habitées, notamment le Conseil électoral, fassent leur travail. Et nous dire ici qu'il n'y a pas telle pièce, qu'il n'y aura pas telle autre, je ne sais pas. Si dans le secret des cieux, moi j'ai vu à la télévision que la candidature de M. Léon Télé-Onana est venue en lettre recommandée. En lettre recommandée, et puis je n'ai pas vu jusqu'ici, au niveau du dépôt des candidatures, qu'on nous a dit tel candidat, qu'on nous a dit dans son dossier, il y a telle pièce, il n'y a pas encore telle autre pièce. Donc il faut garder, il faut savoir prendre un peu de mal en patience et puis attendre. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire simplement que Christian a évoqué ici un certain nombre de cas qui faisaient référence à une jurisprudence. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis que nous, SDF, nous attendons patiemment et nous disons que notre adversaire, je le redis ici, c'est M. Biya. C'est M. Biya, nous ne voudrons pas passer par les raccourcis qui voudraient qu'il soit écarté avant qu'il ne soit pas écarté. Nous voulons avoir M. Biya en face de nous. Mais pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer ces contestations internes en interne à l'investiture pour certains partis? Les arguments avancés, notamment au sein du RDPC, font état de ce que
là-bas, il y a absence de démocratie. La démocratie, c'est les lois, c'est les textes. Et donc, le RDPC semble être passé maître dans l'art de violer ses propres textes. En ce sens qu'il faut, apparemment, il devrait y avoir un congrès depuis belle lurette et le congrès n'a pas eu lieu. Et donc, ils ont trouvé des formes, des entourloupes pour désigner des mécanismes de désignation de leurs candidats s'appuyant sur l'article 27 alinéa 3. Je crois que c'est ça, à ça que M. Wilika fait référence. Moi, je ne veux pas interférer dans les partis. Nous avons désigné notre candidat par la voie régulière, par les mécanismes qui sont les nôtres, à savoir, nous avons tenu un congrès extraordinaire le 1er mars qui nous a permis, avec plus de 2500, près de 2800 délégués participants, de désigner à Mondovision, au Palais des Sports de Yaoundé, notre candidat à l'élection, c'est-à-dire l'honorable Joshua aussi. C'est lui notre candidat à l'élection présidentielle et nous continuons à travailler par rapport à tout ça. Nous suivons de près toutes ces activités, mais nous laissons la loi, les instances habilitées à faire, nous laissons faire leur travail. Et nous avons espoir que les personnes désignées pour piloter, alors pour diriger ces instances auront la lucidité nécessaire et surtout seront à la hauteur des enjeux, comprendront les enjeux pour prendre des décisions idoines pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas, qu'est-ce que je voulais dire, qu'il n'y ait pas de débordement après leur décision, dans ce sens que nous avons suivi il y a quelques jours le MINAT, on suivi le MINAT. Le MINAT est clair, une fois que les décisions du Conseil électoral sont rendues publiques, comme il a dit, pour le citer, il a dit que celui qui pleure tranquillement dans la chambre, mais sauf que ce MINAT, c'est vrai, il est lui-même du RDPC, nous le savons, M. Tangandien Mita du RDPC, président de la section RDPC dans la maison, Mabamenda, il sait bien que son parti également est confronté à cette situation. On verra bien est-ce que le motif de rejet serait qu'il manquerait un papier ou il n'en manquerait pas? Est-ce que le motif de rejet serait simplement qu'il y a deux candidatures pour le même parti, pour aller dans le sens de Christian? Si tel est le cas, nous attendons, mais nous disons que le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel, ils ont l'occasion de rentrer dans l'histoire de par les décisions qui vont être prises. Maître, là, j'interpelle l'expertise du juriste. Que dit le code électoral? Que dit la loi? Sur quels éléments et les CAM le Conseil va-t-il s'appuyer pour qu'il s'est peut-être tranché cette question-là sur les candidatures multiples, les déclarations de candidatures multiples concernant les mêmes partis politiques? Mais je crois l'avoir dit. Je crois que, comment je peux dire ça, chaque parti a ses responsables, ceux qui sont habilités à parler au nom de ces partis politiques. Et le problème qui s'est posé, par exemple, lorsqu'on parle de l'UPC ou des autres partis, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes qui estiment être dans leur droit, soit à travers des congrès, soit à travers les décisions de justice, qui ont parfois annulé certains congrès ou réhabilité telle autre personne, et chacun essaye, d'autres c'est sur la base d'une décision ou bien d'un argument administratif. Oui, d'un acte administratif, et il se dit voilà, c'est moi, c'est là où il y a le problème. Mais parce que l'une des pièces essentielles, lorsqu'on n'a pas 300 signatures, c'est la lettre de présentation d'investiture du parti, qui est signée par la personne habilitée. Tout à l'heure, mon fils Congo commençait à douter même de ce que nous avons toujours fait depuis je ne sais pas combien d'années. La même personne qui signe nos actes, il estime aujourd'hui que cette personne n'a pas qualité pour pouvoir signer la lettre de mais l'erreur commise de créer pour le droit. Donc, je vais dire donc, voilà, si je peux reprendre de cette manière-là, la disposition de l'article 122 qui donne, qui parle de déclaration de candidature et indique ce qui doit être, ce qui constitue le dossier de candidature. D'accord. Christian, jusqu'où peut aller ELECAM sur cette question? Le Conseil électoral aura-t-il la main ferme sur les textes pour dire le droit, dire la loi? Écoutez, M. Dipita, c'est évidemment à ce niveau.
qu'est attendu le Conseil électoral. C'est à ce niveau où attendu, n'est-ce pas, même l'intention ou l'idée de crédibilité de notre processus électoral. Et donc, nous attendons, nous personnellement, je dis à titre individuel, que la jurisprudence UPC soit applicable en l'espèce, n'est-ce pas, lors, n'est-ce pas, du dépouillement des listes. Parce que par le passé, ils auraient dû chercher aussi, si on va aller en conjecture, ils auraient dû chercher évidemment qui est légal en l'espèce, vu qu'il y a contestation. Qui est légal, qui ne l'est pas. Ils se sont bornés seulement, ils ont dit, la loi nous dit, et là il me semble, je crois le 169 alinéa 4, en parlant n'est-ce pas des élections locales, mais au niveau de la présidentielle qui est régie n'est-ce pas des articles 116 à 147 évidemment, il n'y a pas le titre n'est-ce pas du code électoral, le titre 4 traitant de l'élection présidentielle spécifiquement, ne nous donne pas ces éléments clairement. Et donc, on ne sait pas si... c'est pour ça que je comprends la jurisprudence, qu'il y a une jurisprudence... C'est pas appliqué en la matière. À l'élection présidentielle. Oui, je veux dire, il y a une jurisprudence du Conseil électoral, c'est-à-dire sur la multiplicité des listes. Donc, aussi clair que ça, ils doivent s'appliquer. Ils doivent appliquer ce qu'ils ont, n'est-ce pas, précédemment, eux-mêmes soumis certains partis. On l'a vu dans le cas, je crois que Ndom, Gambé, ainsi de suite, dans l'Union européenne, toutes les listes qu'ils ont renvoyées. Parce qu'en 2020, il y a certaines listes de l'UPC qui ont compétit aux élections locales. Moi, j'étais candidat à Voré-Est au législatif face à une liste de l'UPC ici à Douala. Donc, parce qu'il n'y avait pas de liste en compétition. Donc, aussi simple que ça. Parce que la loi, c'est même l'un des éléments à partir desquels on attend la sincérité et donc que le Conseil nous rassure qu'ils vont faire leur travail en toute impartialité, en toute indépendance et se fondant eux-mêmes soit sur la coutume, soit sur la jurisprudence et ce qu'ils ont précédemment utilisé. Et donc, si on s'en refait, je dis bien, je parle sur le contrôle de maître, il sait que la coutume et la jurisprudence sont des sources de droit. Est-ce qu'une décision fait jurisprudence? Est-ce que cette décision peut constituer une jurisprudence? Qu'est-ce que la jurisprudence? Je reprends, c'est l'ensemble des décisions prises, n'est-ce pas, dans un sens bien déterminé. Alors, est-ce qu'une décision fait jurisprudence? Et en l'espèce, on est devant... pas de jurisprudence. On est devant... On ne parle donc pas de jurisprudence. Ok, je vous le concède. Ne parlons non pas de jurisprudence, mais on parle de la coutume. Si vous voulez que... D'accord, parlons de la coutume administrative en l'espèce. Et c'est devant la même instance. C'est-à-dire, c'est le Conseil électoral. Pas devant cette instance, ils ont rejeté... C'est ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel, tu le sais? Oui, mais... Même s'il y avait une jurisprudence... Tout à l'heure, vous avez dit... ne convoquons pas la jurisprudence. J'ai même laissé la jurisprudence. Je reviens maintenant sur la coutume. C'est-à-dire la coutume en l'espèce. Comment ils se sont toujours comportés précédemment? C'est que chaque fois qu'il y a eu deux listes, évidemment, on a renvoyé ces deux listes. C'est l'instance juridictionnelle. Ici, en l'espèce, en matière électorale, en matière présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel qui devra donc se prononcer parce qu'il est juge de la légalité et donc il est le juge des juges, si je peux dire ça comme ça. Il a la compétence et sa compétence. Il devra donc sincèrement, d'abord, se prononcer qui est en même de pouvoir présenter l'investiture au sein du RDPC. Et je crois effectivement que les tests du RDPC ne disent pas qui est censé signer l'investiture du parti, si tant est que on parle de responsable, c'est pas un président de comité de base. Voyez-vous, M. Dipita, celui qui vous donne votre acte de naissance, de militantisme, laissez que je ne chute pas là, est évidemment un responsable. Celui qui vous donne votre acte, c'est-à-dire pour moi, c'est même le plus grand acte, je pense, sur votre contrôle. C'est même un acte fondamental. Celui qui vous recrute, celui qui vous donne la qualité de militant, celui qui fait de vous le militant, est un responsable fondamental dans une organisation. Voyez-vous. Et donc, s'il peut vous donner, n'est-ce pas, la qualité de militant, il peut aussi vous donner la qualité, n'est-ce pas, de parler ex-qualité au nom du parti que les instances fondamentales de Yaoundé. Moïse, quelle peut être la responsabilité des partis politiques dans ce débat-là? Je me sens très mal à l'aise, je l'ai dit il y a 2 jours sur comment dirais-je, médias concurrents au vôtre, mais que je me retrouve à être assis sur un plateau comme celui-ci pour parler simplement des problèmes internes à un parti politique. Non, on parle des problèmes électoraux, ce sont vos concurrents. Oui, je veux dire que ce sont vos concurrents. Vous pouvez être, vous avez intérêt. Si elle est invalide, prendre des décisions qui ne confortent pas la loi, il est clair que vous pourrez aller au contentieux pour le relever. Donc ça ne concerne pas forcément. Quelque part, oui, mais dans un premier temps, nous occupons notre candidature. Nous sommes Et vous irez à l'élection avec des candidats qui ne méritent pas de l'être. Nous sommes ce candidat qui, après une année scolaire, président va au baccalauréat.
et qui ne va pas, une fois sorti de la salle de classe, commencer à chanter « Oui, j'ai gagné ». Non, nous sommes ce candidat qui attend sereinement qu'il y ait des corrections, que le jury est habilité à délibère, et puis que les résultats soient publiés et que nous soyons donc retenus comme candidats. Après cela, nous pourrons peut-être nous prononcer. Pour le moment, vous le voyez ici, le peuple camerounais le voit avec nous. De quel côté il y aura des choses plus ou moins incorrectes, parce que c'est la première fois que le RDPC se retrouve aujourd'hui devant une situation comme celle-là, à plusieurs candidatures. Ce parti qui, pour lui, a cessé d'être un parti politique normal pour simplement être un parti qui s'assimile, se confond avec l'État et le gouvernement. Et donc, quand on a dit que M. Paul Biya est candidat, donc il est président de la République, on écrit son nom, on n'a même pas le temps de voir s'il est passé par les impôts pour avoir l'attestation de conformité, parce que c'est la pièce essentielle. Bon, je veux penser que ça, mais là, on nous dira. Donc, pour nous, on pense qu'il n'est pas question de venir s'asseoir ici pour juger de tout cela. Il est question de constater que à minuit hier, 21 juillet, il y a eu 2 candidatures du RDPC. Il y en a eu 2 outre le côté de l'UPC, il y en a eu 2 du côté du MPCN, il y en a eu 2, je ne sais pas moi, du côté de tel ou tel autre parti. Ça, nous attendons donc de voir ce qui va se passer et nous attendons d'avoir des Camerounais conscients de la situation et donc qui mesurent, qui mesurent comment dirais-je, leurs responsabilités par rapport à la suite pour le notre pays. Qui a dit qu'on ne peut pas disqualifier la candidature de M. Paul Biya si elle est mal montée? Il y a eu un débat sur son âge, non? Il n'y a aucun texte qui lui empêche à 92 ans de se présenter. Il y a un débat sur sa santé encore que nous n'avons aucun certificat médical là-dessus. Même comme il est notre président, nous avons le droit de savoir, de connaître s'il est en santé ou pas. Malheureusement, au Cameroun, ça ne communique pas dessus. Et à un moment, il s'est même avéré que s'imaginer même de poser la question par rapport à son état de santé serait commettre un crime et vous risqueriez de vous retrouver devant le tribunal militaire. Nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes. Oui, à un moment, nous rappelons que cela a été dit. Il était interdit de se poser cette question publiquement. Aujourd'hui, nous en sommes simplement à attendre de voir ce qu'on va nous donner. Et nous attendons de voir le candidat du RDPC pouvoir faire 3 km à pied comme nous, comme Joshua aussi. Nous attendons le candidat du RDPC faire la campagne normalement, non pas simplement en voyant ses relais nous brandir des photos ci et là. Non, nous n'avons pas à élire. Le peuple camerounais n'aura plus à élire des photos. Un candidat seulement représenté par les photos, ils auront besoin de voir un candidat qui se déploie sur le terrain, qui fait des meetings, qui leur prouve qu'il est capable de tenir. Dans tous les cas, 2018 ne se répétera pas. Et ça, c'est le plus important. Ce qui nous concerne, nous, SDF. Et nous nous préparons à ce qu'une fois que le comité, le conseil électoral et le conseil constitutionnel auront rendu leur verdict, parce que je dis encore le conseil constitutionnel éventuellement, parce qu'il peut arriver que toutes les candidatures, là ce serait une première, parce que comme le dit Christian, il n'y a aucun texte au sein de ces partis qui prévoit qu'il y a certains partis, c'est telle personne qui est habilitée à signer la lettre d'investiture. Un peu comme chez nous, c'est le bureau politique. Non, malheureusement, dans certains partis bien structurés et assez démocratiques, organisés comme le nôtre, ce nôtre, c'est bien défini par nos textes. On passe par un congrès extraordinaire, même pas un congrès ordinaire, avec pour point à l'ordre du jour la désignation de notre candidat. Alors, les autres pensent qu'il ne faille pas passer par un congrès, alors qu'ils ont des bureaux politiques qui n'arrivent pas à réunir un quorum. Ils ont des comités. Vous avez dit que vous parlerez pas des autres partis. Des comités centraux qui n'arrivent plus à faire le nombre. Mais nous disons que nous le disons, notre adversaire, c'est M. Paul Biya. Ok. Notre adversaire, c'est M. Maître Biliga, la responsabilité des partis. Nous pouvons parler de lui si vous voulez que nous parlions de lui. La responsabilité des partis sur ces doubles, voire triples dépôts de candidature. Dans certains partis, ces doubles et ou ces triples, je veux dire, ces doubles et triples candidatures peuvent s'expliquer. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des partis qui, depuis des années, ont
ont plusieurs directions. Parlons par exemple de l'UPC, qui ne doute que tout le monde sait bien qu'il y a eu l'UPCK, l'UPCN, l'UPC c'était Thomaza, l'UPC Kodok, etc. Ça c'est une certitude, c'est évident. Lorsqu'on parle même de Manidem, on sait qu'il y a eu pas mal de problèmes au niveau de Manidem, qu'il y avait contestation. Je ne sais pas si aujourd'hui cette contestation est terminée avec Yebga et Kane après le départ de Banda Kane qui est parti créer son propre parti. C'est des choses que nous connaissons. On a ce même problème avec le CPP. Le Kawala, et d'ailleurs c'est la même décision qui prenait acte en 2017 de la présidence Anissé Kane. Anissé Kane. D'autres la décision Kawala. Je sais que par exemple pour Kawala, elle s'était pourvue devant la justice qui lui aurait donné raison. Ça veut dire que je veux dire donc en réalité, par contre ne prenez pas le cas du RDPC, c'est le même cas. Tout à l'heure on a dit qu'il y a des candidatures pour rire. On l'a dit tout à l'heure que sur les 82 candidatures, il y a par exemple 27 indépendants. Là on imagine mal comment 27 indépendants ont eu 300 signatures. Et que si on faisait la sélection, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Bouélé, on ne serait même pas arrivé à ça, parce qu'on aurait commencé, dès que vous déposez, on n'annonce même pas votre dépôt. On n'annonce même pas, vous ne faites même pas cette publicité. Et je crois même que c'est cette publicité qui fait que beaucoup de personnes se sont levées même à la dernière minute pour aller déposer la candidature. C'est-à-dire pour dire, ok, ben moi, on va me voir à la télévision, on va écrire mon nom dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on parlera de moi. Même l'espace de quelques jours, je serai également une vedette. Il y a un d'ailleurs que j'ai suivi qui disait que lui, il est connu de tout le monde, alors que personne, moi, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, j'ai vu cette vidéo. Il a dit qu'il est grand, il a connu, alors que personne ne le connaît. Donc moi, je pense que il ne faut pas mettre dans le même panier tous les partis politiques. Les partis politiques qui, dès le départ, ont toujours eu des problèmes au niveau de leur direction. Le parti de mon voisin de droite a eu la chance qu'à un moment donné, le député Nietzsche a préféré lui partir et laisser la présidence. Non, il n'est pas parti. Le député Nietzsche a été exclu sur la base de nos textes avec le 8-2, comme plusieurs autres. Ils sont 34 qui ont reçu le 8-2, au même moment ils sont partis. Voilà, aujourd'hui, tout ce que vous voulez entêter autour de cela n'a pas de place. On nous dit sur ce plateau que dans certains partis politiques, on coupe les têtes. Dès lors qu'on est contre le leader, ou on veut faire ombrage au leader, on coupe ça, on vous exclut. Mais Ligue reconnaissez que pour une fois, vous avez le RDPC BIA et vous avez le RDPC Léon Onanaté. Reconnaissez cela aussi. Et expliquez aux Camerounais comment on en est arrivé là. Voilà la difficulté que vous avez. Le SDF Nietzsche. Non, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas. Vous auriez pu avoir le SDF Nietzsche, le SDF aussi Nabangui. Mais comme chez vous, la démocratie ne s'exprime pas convenablement, depuis que la création de LDF, tout le monde sait que le 8-2, c'est une marque déposée de votre parti qui exclut toute tête qui se lève. On coupe la tête, et c'est ce que vous avez fait avec Nietzsche. Donc vous ne pouvez pas venir ici faire des leçons de démocratie, alors que nous, on aurait bien pu citer chez vous, ce monsieur qu'on appelle Onana n'aurait même pas pu atteindre le stade de pouvoir déposer sa candidature. On l'aurait exclu bien avant. Mais chez nous, on dit non, on est libre. Quand vous dites qu'on n'en a pas exclu chez vous, vous me laissez parler. Non, mais dans l'histoire du RDPC, si on en a exclu, vous avez exclu un président de section de la Saint-Mathieu, la personne de M. Wadaté, et c'était signé d'un secrétaire général. Il n'est même pas passé par un conseil de discipline. Vous avez signé, vous avez dit pour intelligence caractérisée avec l'ennemi, c'est ce qui a été dit. Sauf si je dois vous rafraîchir la mémoire sur l'histoire de votre parti. Moïse, si on évolue non, mais il ne faudrait pas que des choses ne tiennent pas. Nous avons aujourd'hui le RDPC. Nous avons le RDPC, Léon Télé Onana, et le RDPC, Paul Biya. C'est ça que les Camerounais veulent comprendre. Moi, ce que je souhaite qu'on fasse, les Camerounais comprendront, mais seulement si chacun parle quand il a la parole, s'il vous plaît. Vous avez vu que vous avez écouté longuement quand vous avez parlé. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne saurais admettre qu'il aille dans le sens où il va. Non, mais laissez-le terminer et vous le reprenez éventuellement. Non, les Camerounais auront écouté. Non, mais laissez-le terminer. C'est le code de fonctionnement du plateau. Et vous savez qu'il est avocat. Vous voyez que même moi, vous m'empêchez d'évoluer tranquillement. Bon, allez-y, maître. Merci infiniment, maître. Je pense que nous sommes là pour éduquer les Camerounais au-delà de nos chapettes politiques. Allez-y, nous disons, je l'ai dit,
si le RDPC était un parti dictatorial, comme certains le disent, notre camarade Onana n'aurait pas pu atteindre au stade de pouvoir déposer sa candidature parce qu'on l'aurait depuis longtemps exclu. S'il était dans un parti comme le SDF, on l'aurait exclu sur la base de 8-2. Je crois que nous sommes tous C'est compris. Donc, qu'on cesse donc de donner les leçons au RDPC en donnant l'impression que le RDPC a deux candidats. Il n'y a pas deux candidats. Pour définitivement. L'article 122 dit que pour être investi, pour être candidat à la présidence, vous devez avoir une lettre d'investiture signée par les autorités du parti. Notre camarade Onana, Léon Teller, n'a pas cette lettre. Alors, pour être complet, ou alors pour poursuivre avec les statistiques, 10 dossiers de candidature ont été enregistrés à la délégation régionale et les CAM littorales, dont 4 investis par des partis politiques. Il s'agit de Les Partisans, portés par Djindjin Ferdinand, alias Papillon, nom d'artiste. Le PCRN, évidemment, le Cabral Libi, le RDPC et le MPCN. 6 candidatures indépendantes aussi ont été déposées ici à Douala, dans le littoral, pardon, parmi lesquelles 0 dame. Sur la question de la responsabilité, que diriez-vous, Christian? Oui, je voulais déjà corriger. En fait, nous n'avons pas déposé notre candidature dans le littoral, bien que nous l'aurons souhaité. Nous avons déposé évidemment notre candidature. Ah non, c'est le PNCR, pardon. À la direction générale Les partisans, le PNCR, en fait, j'ai eu l'impression, quand j'ai vu, en fait, c'est bien écrit PNCR, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite erreur, j'ai voulu corriger moi-même. En réalité, c'est le PNCR. Nous avons évidemment, c'est le camarade membre du bureau politique Abdourahmane Mokhtar, qui était, n'est-ce pas, le mandataire du parti, qui a déposé à la direction générale de Yaoundé. Oui, sur la responsabilité des partis politiques, il faut avouer que tout part, n'est-ce pas, du système en lui-même. Il faut dire qu'on sort, n'est-ce pas, des systèmes essentiellement dictatoriaux, où tout est parfois bâillonné, et on peut faire une analyse exégétique, n'est-ce pas, des responsables qui sont dans l'opposition. Il faut avouer que tous ceux qui ont dirigé l'opposition, peut-être de 1990 à quasiment 2010, sont les anciens membres de l'UNC, c'est-à-dire le parti unique à l'époque, et donc ils ont été moulés dans cette pratique que connaît bel et bien Maître Biliga. Et donc quand ils sortent en dehors, il y a des études académiques qui sont faites là-dessus, quand ils sortent en dehors de ce parti-là, ils se trouvent toujours dans l'optique de centralisation, et donc ils ne sont pas habitués. Ils sont dans la posture de shérif, comme on l'a suivi, entre guillemets, dans un média concurrent de quelqu'un, qui ne savent pas que dans une association, c'est les règles qui dictent, n'est-ce pas, les rapports entre les différents membres. Et donc, parfois, les règles consacrent tout entre les seules mains du président du parti. Un peu comme on le constate ailleurs, où on dit que c'est le président qui est le candidat naturel en lui-même. On ne permet donc pas une saine émulation en interne. Donc, c'est-à-dire c'est quasiment censitaire déjà. Je me demande bel et bien, pour ceux qui ont des aspirations, comment ils font pour pouvoir militer dans un parti politique où on vous dit que vous voulez militer, mais écoutez, vous allez crier ailleurs, mais la présidence ou alors être candidat, ça ne vous concerne pas. C'est pour le président. Donc on a taillé tout sur mesure à la seule intention d'un seul homme. Donc en réalité, il s'agit de ça. Il faudrait que ceux qui dirigent les partis politiques intègrent la notion de démocratie interne des partis politiques, la notion de collégialité. Vous avez bel et bien vu chez nous en interne, au PCN, ça se discute, les décisions. Vous avez généralement assisté, M. Dipita, vous avez généralement assisté, vous avez vu que même notre propre président, on le met souvent en minorité. Et c'est l'expression totale de la démocratie. On ne peut pas aspirer à la démocratie sans avoir les démocrates. Il faut pouvoir accepter que les gens soient libres, les gens puissent, n'est-ce pas, pouvoir s'exprimer. Donc, en réalité, c'est ça la responsabilité des partis. Il faut que des gens adaptent leur parti à la réalité du temps. Et comprennent qu'à date, notre génération est, n'est-ce pas, aux antipodes avec, n'est-ce pas, de ce que les gens ont vécu, le parti unique, idioïste, et par-delà de toute l'Afrique, hein, ce n'est pas seulement le cas au Cameroun, que les gens intègrent que nous sommes vraiment dans la logique. Si on a adopté le multipartisme, il faut qu'il soit fondamental. Et l'une des valeurs du droit démocratique, c'est le respect, n'est-ce pas, des décisions du parti politique. Alors, et la Moïse, légalité qui encadre les partis. Pour éviter ce genre de situation, que faut-il faire? Il faut changer les textes internes aux partis politiques, ou alors, et comme le propose d'ailleurs le professeur Biolay,
changer les textes qui concernent les investitures, mais aussi le dépôt des candidatures? Nous n'avons pas de leçons à donner à quelconque parti. Nous observons simplement qu'il y a des partis qui sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les billets de 1000 francs de 2000. Et ces partis se connaissent, se reconnaissent, suivant mon regard. C'est-à-dire qu'ils ont des textes, mais ces textes-là, ils ne les appliquent pas. Et ils passent outre les textes, quand bien même les militants, s'il y en a à la base, crient qu'il faut respecter les textes en tenant des congrès, et en essayant de réorganiser donc les instances dirigeantes, en essayant de procéder de manière ouverte selon les textes à la désignation de candidature. Vous voyez, dans certains partis, vous allez trouver que le président du comité de base, le président de la section, le président de la section sont élus, mais sauf qu'on vient au-dessus d'eux, on leur impose un président, un chef de délégation départementale nommé et un chef de délégation régionale nommé. Et vous savez qui sont nommés à ces postes? Ce sont des membres du gouvernement. Et quand un ministre est nommé au niveau d'un département, quand il vient au département, le préfet est aligné, le sous-préfet est aligné. Et dans leur texte, il est clairement écrit que le gouverneur est délégué au Congrès. Ce qui veut dire que le parti a caporalisé l'administration et c'est face à cela, c'est ce à quoi nous devons faire face. Donc il est question maintenant d'expliquer cela de manière claire et nette à la population, donc au peuple camerounais, pour que le peuple puisse se déterminer le 12 octobre prochain, si oui ou non, il doit continuer avec ce genre de mission. Pourquoi? Parce que ils tiennent des réunions, ils n'ont pas besoin de déclaration. Ils vont faire semblant d'avoir des déclarations. Ils peuvent marcher, personne ne leur empêchera. Mais les partis d'opposition ne peuvent pas tenir des réunions. Parce que quand vous devez la tenir, nous par exemple, nous venons faire face au niveau du Cameroun, nous sommes en train de faire le Tchermani Joshua aussi, et en tournée, mais on a fait face à plus d'une vingtaine d'interdiction de manifestations. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est... Oui, la toute récente, oui, je le dis, oui. Malgré la convocation du corps électoral? Non, bien avant la convocation. Tout cela, nous n'avons de cesse à nous déployer sur le terrain. La convocation corps électorale était attendue, elle est venue, elle ne nous arrête pas et nous sommes en train de nous déployer. Nous sortons du sud, là, je l'ai dit il y a quelques jours, ou samedi déjà, nous avions notre réunion du comité exécutif national. Ça, vous avez suivi cela. Donc, vous voyez donc que nous ne pouvons pas, avec la situation actuelle, vivre sous le poids, non pas d'une démocratie, mais d'une autocratie, où il y en a qui ne sont pas militants. Parce que le vrai problème, si nous devons aujourd'hui essayer de faire, comment dirais-je, de faire une incursion dans ce parti, notamment le parti au pouvoir, et je l'ai dit il y a des jeunes il y a quelques jours, non, ce parti-là n'a rien à foutre, ni avec les jeunes, ce qu'ils appellent jeunes, ni avec les femmes. Rien à foutre. Il y a un groupe de personnes qui ne sont même pas militants du parti, et je mets la main sur le feu. Vous leur demandez même la carte du parti, ils ne peuvent pas vous la produire, mais c'est ceux-là qui dirigent le pays. Alors ils ont pris le pays en otage, non pas, ils ont pris le pays en otage, ils en font ce qu'ils veulent, et tant pis pour les souffrances auxquelles nous faisons face. Donc la réalité, c'est qu'il ne faut pas s'étonner que nous ayons 80, 100 des dossiers de candidature déposés, on n'aurait même pu en avoir plus. Et je dis que c'est les mêmes qui encouragent les gens à aller déposer les candidatures parce qu'on a dit pour déposer la candidature. Comme l'a dit le professeur Biolay, que je salue en passant tout à l'heure, juste un bout de papier, je suis candidat, vous avez déposé, vous devez récépissé. On n'a pas besoin d'examiner là, sur au moment du dépôt, les pièces, il y en a pas. On vous dit, ok, allez-y, on nous annonce qu'il y a 80 dossiers pour que l'opinion retienne que pourquoi ces opposants-là, ils courent. Non, on n'est pas opposant parce qu'on veut, et Christian l'a dit, il faut respecter celui qui pense qu'il a quelque chose à apporter pour améliorer les conditions de vie de ces populations. C'est ça l'ambition qu'ils ont, et il faudrait qu'on respecte ces messieurs et dames qui ont déposé des candidatures, et donc que nous attendions sereinement les décisions, je l'ai dit, je le redis ici, ils ont des instances habilitées, après quoi nous allons voir quelle direction donner au combat qui est le nôtre, à savoir booster, botter hors
de notre palais, du palais de la République. Je suis content qu'un ancien membre de RDPC puisse parler. Ah, ça, ce n'est que ça, oui. C'est une très bonne chose. Pendant des années, il a été dans le RDPC. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu le code de part de pouvoir, c'est-à-dire l'humilité de reconnaître qu'on a posé des actes qu'on condamne aujourd'hui. La première chose, non, c'est pas vrai. Ce qu'on appelle, tout à l'heure nous parlions du feu John Fondi en disant qu'il avait demandé à être président du chef de cabinet. Mon frère, mon jeune frère, vous dit qu'il est ministre du chef de cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils viendront au pouvoir, c'est eux qui vont prendre ces postes. Dans le système anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle le spoil system, qui voudrait que ceux qui viennent avec pratiquement tout le monde, donc y compris même les gouverneurs et autres. Monsieur... non, c'est pas vrai. Si, c'est un spoil system. C'est-à-dire qu'on enlève tous ceux qui ne sont pas avec vous. Vous gouvernez avec ceux qui sont avec vous. Est-ce qu'on peut dire que le RDPC de gouvernement ne gouverne qu'avec ceux qui sont avec eux? Non. Puisqu'on avait des opposants ici, qui sont des professeurs d'université, qui se proposent, qui sont un peu partout, mais qui sont là, qui ont même des responsabilités. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. On n'a jamais vu deux candidatures à la présidence du parti politique qu'on appelle SDF. La fois où il a fallu qu'il y ait eu mort d'homme, vous vous souvenez très bien, avec le colonel, le nom m'échappe, Guafor, je crois, il y a eu mort d'homme lors d'un congrès du SDF. Et tous ceux qui essayent de lever la tête, même que ce soit du temps, on se rappelle du Tabessing, qui voulait concurrencer le chairman, on se rappelle même de Bâtonnet Mouna, qui a voulu concurrencer le chairman, qui a été obligé d'aller créer l'AFP. Il ne faut pas qu'on nous donne des leçons de démocratie au RDPC. Ce n'est pas le SDF qui va donner des leçons de démocratie. Tout à l'heure, on a parlé de Nissieux. Il aurait bien voulu être le chairman de SDF. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a bouté dehors. On a dit qu'on a coupé la tête, on a enlevé certaines personnes pour qu'il n'y ait pas concurrence. Imaginez donc ces gens qui viennent à la présidence de la République. Si eux qui sont dans le parti politique n'acceptent pas la concurrence, c'est au niveau national qu'ils vont accepter la concurrence. Pourquoi que si c'est eux qui étaient comme le RDPC aujourd'hui, ils accepteraient qu'il y ait des candidatures multiples comme il y en a aujourd'hui? Non. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas des partis politiques, mais c'est éviter de pouvoir attaquer au RDPC, qui vous donne la possibilité de parler sur les plateaux de télévision, qui vous donne la possibilité d'aller aux élections, qui vous donne la liberté de faire tout ce que vous pouvez faire. Alors, on va prendre la transition et je voulais réagir un mot et puis on va lire les quelques messages. Je voulais dire un mot. Les téléspectateurs qui je ne voudrais pas que ce soit pris pour dit ce que Maître Biliga a dit. Je crois que pour ne pas aller loin, nous avons eu, avant la désignation de candidature, nous avons eu un congrès en 2003 où le chairman, il fallait élire un nouveau chairman, un nouveau président du parti. Nous appelons ça dans la version anglo-saxonne chairman. Joshua aussi était en compétition avec deux adversaires et puis au terme des élections libres et transparentes, Joshua aussi est celui qui a été élu et puis voilà la réalité. Donc cela suffit pour balayer du revers pas du tout. Je parlais des cas précis où les maîtres Mouna, les maîtres Turcs, les Tapensing, Maître Mouna allait aux élections, il a été battu. Il a été régulièrement battu, il a quitté le parti pour aller créer l'AFP avec des autres. Donc l'histoire est connue. On parle de Bernard Mouna. Voilà, Bernard Mouna. Oui, quand il a dit Mouna, quand il dit Mouna, il faut préciser Bernard Mouna. Donc c'est ça la réalité. Donc il ne faudrait pas... Vous n'étiez pas encore là-bas, vous non, s'il vous plaît, non, mais attends, si vous parlez du SDF, parce que vous étiez un jour... Vous ne la connaissez pas. Non, vous étiez un jour... Vous avez écrit dessus, mais moi, je parle d'autorité. Je parle d'autorité de ce qui est aujourd'hui votre parti. Et je dis que j'y ai passé 34 ans. Et donc, quand je parlais d'autorité, et je peux dire tous les migmags auxquels vous faites face. Et je dis que ce parti est tout sauf démocratique. Merci. On prend la transition et on parcourt quelques messages et on revient conclure l'émission. Ce premier message, bonsoir à vous en studio. Le problème est que le peuple a soif du changement radical à la tête de l'État. Et cela se caractérise par le silence du président de la République depuis un certain temps. Bonsoir, l'émission
Quand on suit les membres de l'opposition, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils vont à l'élection présidentielle. Tous ceux qui sont sur le plateau ont déjà participé à l'élection présidentielle. Qui laisse trop de tapage? Etienne de Niala. Bonsoir le plateau, ma question est la suivante. À quel moment la caution est-elle déposée? Après ou avant le dépôt de candidature? Je parle sur le contrôle des acteurs. Il faut dire que le certificat de dépôt fait partie des pièces du dossier de constitution. Donc on peut dire que c'est payé au moment où le dossier doit être... Parmi les 13 pièces à avant même que le dossier ne soit déposé. Il faut que la caution soit payée. La caution est payée. Un romain certificat. Et la photocopie de la quittance est déposée rapidement. Attention, la quittance doit être certifiée, non? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. Le trésorier peut vous déposer directement. Un exemplaire qui va au Conseil constitutionnel, envoyé par le Trésor public. Et les 2 autres exemplaires, on vous remet et en cas de... Bonsoir, est-ce que par rapport au dépôt de candidature, le code électoral n'a-t-il pas donné suite au nombre de partis politiques qui sont habilités à postuler? Quelle est cette débandade? Yvonne, que le droit soit dit par les instances habilitées et que règne la démocratie. Les partis sérieux n'ont pas de problème de double candidature tels que le SDF, le PCRN, l'UNDP. Voilà le trio que le peuple attend dans une coalition pour évincer ce régime et donner aux Camerounais un système. Atangana Jean depuis Sangmelima. Bonsoir, il ne fait l'homme d'aucun doute que les candidatures multiples d'opposition influentes sont l'œuvre des personnalités du gouvernement bien précises. Bien avant la convocation du corps électoral, émergeait déjà à la surface des scènes politiques camerounaises des problèmes internes au sein du parti au pouvoir, mis en exergue par l'élu Léon Treller Onana. C'est Ewuzu Jean Jordan. Bonsoir. L'article 58 du règlement intérieur, sans préjudice des dispositions de l'article 27 des statuts, le comité central accorde l'investiture aux différentes consultations des statuts du RDPC, bien sûr. Bonsoir. Est-ce que la loi camerounaise permet à un parti politique Est-ce que la loi camerounaise qu'un parti politique puisse représenter 2 ou 3 candidats à l'élection présidentielle ou c'est seulement du business? La loi ne le permet pas, il faut le dire tout de suite. On voit une fois de plus, les partis politiques au Cameroun ont toutes les difficultés à comprendre leur démocratie interne imposée par les autres. Vraiment, le pays a besoin d'une refondation. Bonsoir, nous vous remercions pour votre émission de très haute qualité, instructive. Je vous remercie pour cette amabilité. Alors, Léon Treller estime que la prorogation du bureau politique s'est faite le 3 novembre 2016, alors que les mandats étaient échus depuis le 17 septembre 2016. Donc, le président Biya n'était plus président du RDPC, le bureau politique et le comité central échus. Il n'y a plus personne de légitime et légal. La justice doit par conséquent trancher. C'est une amitié proche de notre média qui m'envoie cette information à donner. Cela dit, on va peut-être en un mot pour terminer. Ce soir, on a moins de 2 minutes. Vous êtes serein pour la suite? Écoutez, nous sommes sereins depuis le 7 janvier 2019, après la proclamation du résultat de la présidentielle. Nous nous sommes engagés pour l'élection présidentielle. On a un projet, le manifeste de la rupture et du progrès. On a Merci Christian, sachez être bref. Et on a une idéologie, le fédéralisme. Merci. Faites-nous confiance. Maître Biliga, une marche sans ambages. Tout à l'heure, je dis avec sa période de triomphe sans gloire, ça dépendait que de nous, tous les partis politiques qui pèsent viendraient aux élections, mais à condition qu'ils remplissent les conditions. Merci. Raymond, Moïse Raymond. Non, je veux simplement dire bonsoir, salut militant, mes camarades de Salapumbe, de Yokadouma, de Dabanga, et puis de Kourgui, et puis voilà, donc qu'ils se tiennent prêts, qu'ils continuent à se préparer le grand jour, c'est le 12 octobre, et puis on dira au revoir à Paul Biya. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre émission. Merci à ceux qui ont contribué à travers le message envoyé ici et qu'on a pu lire. Demain, 18h30, 19h50, on aura un autre débat, vous le savez. Nous sommes partis pour toute la couverture de l'élection présidentielle jusqu'au lendemain du 12 octobre prochain. Dès 20h, retrouvez sur cette antenne Oriane Donquin et Oni Ladonnette qui vous présenteront le journal télévisé bilingue de ce soir. Bonsoir et à demain.